Bonjour et bienvenue ici au Festival Image et Santé à sa 14e édition, un peu différente que ces dernières fois parce que le festival est passé en digital, en virtuel. Mais ça reste tout de même assez interactif. Merci beaucoup d'être resté ici avec nous et de suivre ce débat. Vous pouvez d'ailleurs passer toutes vos questions dans le chat qu'on va reprendre par la suite. Et ce débat, j'ai le plaisir de le faire avec deux intervenants. Il y a ici à ma gauche M. Éric Pirard, ingénieur géologue, professeur à l'ULiège dans le secteur ressources minérales et recyclage. Bonjour. Merci d'être venu. Et Michel Simon, directeur général de SOFI, qui est la société de collecte de tri et de valorisation d'électros de seconde main en province de Liège et de la ressourcerie aussi. Merci beaucoup d'être venu. On va se pencher après ce film un peu plus sur les smartphones et sur leurs impacts sur l'environnement et la santé. Je vais commencer avec une petite question pour vous, Monsieur Pirard. Dans votre domaine de recherche, vous abordez également la question de l'économie circulaire. Et moi, j'ai bien aimé dans le film quand il y avait un des travailleurs qui disait que c'est tout simple, que les déchets d'Europe viennent en Afrique, qu'eux récupèrent les métaux et que ça revient en Europe. Et voilà, la boucle est bouclée, on pourrait dire. Quelle est votre vision d'une économie circulaire regardant les smartphones et dans son idéal, on va dire, pour toutes les parties? Alors, ma vision, c'est qu'on n'est nulle part, que ça ne se passe pas du tout comme on le dit dans le film, que toute l'économie circulaire, elle reste à construire. Et le smartphone, c'est cet objet emblématique, finalement, de notre société moderne. C'est qu'il contient énormément de métaux, à peu près tous les métaux. Il y a une soixantaine de métaux différents dans le smartphone. Ils sont mélangés très intimement, donc les séparer, c'est extrêmement difficile. Et c'est certainement pas en Afrique que l'on peut recycler les ressources qui sont présentes dans ces smartphones. Donc on voit en Afrique une économie de survie qui essaie d'extraire les métaux qui sont faciles à extraire, c'est le fer avec un aimant, le cuivre quand on a fait fondre le plastique qui est autour, l'aluminium parce qu'on sait le reconnaître, mais tous les autres métaux ils sont perdus. Et dernier commentaire aussi par rapport au film, quand les métaux sont récupérés, ils sont soit mal réutilisés localement, soit ils vont partir en Chine, donc ils ne reviendront pas chez nous. Donc tout reste à faire en matière d'économie circulaire chez nous, en particulier par rapport aux GSM qui sont un peu l'objet emblématique, mais qui ne représentent pas non plus l'essentiel de l'utilisation des métaux dans le monde d'aujourd'hui, mais qui sont un vrai usage problématique. D'accord. Oui, tout à fait. En parlant de l'économie circulaire, vous, en tant que, pour SOFI et pour la ressourcerie, vous êtes à fond là-dedans. Oui. Est-ce que vous recevez également des GSM chez vous? Parce que si on regarde le site internet, on voit majoritairement des machines à laver. Pratiquement. Il y a des petits électros. On collecte dans les 7000 tonnes et pour le terme exact, déjà d'équipements électriques et électroniques par an. Donc il y a beaucoup de petits électros, mais des GSM, c'est très rare. Je pense qu'il y en a beaucoup dans les tiroirs des gens. Globalement, il ne faut pas chercher plus loin. Tout le monde a chez lui ses anciens GSM jusqu'au Nokia et compagnie. Donc peut-être ça se garde, ça prend moins de place. Donc quand on voit, nous, ce qu'on reçoit encore comme télétubes cathodiques, c'est énorme en tonnage. Les GSM, il y en a encore pour longtemps dans les tiroirs. Donc voilà, il ne faut pas, des fois, on se dit, oui, on voit tout négativement, ça part. D'ailleurs, dans le film, on ne voit pas spécialement beaucoup de GSM, ça reste quand même des trucs classiques, des gros ordinateurs, tubes cathodiques, des gros écrans, etc. Mais en général, vous en preniez des GSM donc aussi? Chez nous, dans les faits, si ça vient, ça part dans les filières. Donc, nous, en fait, dans le fonctionnement, on collecte pour compte de Récupel, ce sont des marchés. Donc il y a du tri qui se fait pour Récupel. Et alors, dans tout ce matériel qui arrive chez nous et qui est potentiellement réparable, on sélectionne et on répare ce qui peut l'être. C'est-à-dire que, je ne vais pas citer de marques ici, on a une liste noire d'une vingtaine de marques qu'on ne touche même pas. Mais je pourrais citer... Alors, il y a quelques marques allemandes sur lesquelles on travaille spécifiquement. Donc, il y a des critères, il faut critères d'âge, d'aspect, etc. Donc, on ne travaille que sur des machines qui déjà ont une bonne qualité de départ. Et aussi, il faut qu'on ait un gisement de pièces détachées. Je veux dire, on assure une garantie d'un an. Si maintenant, vous prenez un gros frigo américain qui vient, qui en a qu'un, vous le vendez, je ne sais pas, à 300 €, et puis on vient garantir avec une pièce qui coûte 500, l'opération, elle est par terre. Donc clairement, on est attentif à ça aussi de la même manière. Et donc des téléphones qui viendraient, oui, certainement, qu'il y aurait moyen de remettre une batterie ou quelque chose comme ça, mais dans les faits, il n'y en revient pratiquement pas. Et alors, globalement, on peut tout réparer. C'est une question de coût, de moyens, de pièces, de main-d'œuvre. D'accord.
Et pourquoi est-ce que vous pensez que les gens, justement, pourquoi est-ce que ça traîne dans les tiroirs encore? Pourquoi est-ce que les gens ne les Il y a un apportent aspect pas? sentimental avant tout, certainement. Oui, je crois qu'on a tous le projet d'ouvrir un jour un musée de l'électronique, à mon avis. Non, je dis ça en riant, mais c'est vrai que donc on ne collecte que 30% des GSM, donc la plupart restent encore chez chacun individuellement. Je pense que ça va changer. On va commencer effectivement à les ramener, que ce soit dans un magasin pour les changer contre un neuf, que ce soit dans un réciparc, etc. Maintenant, les GSM, je répète que c'est quand même un produit très difficile à réparer souvent, hein, pas seulement pour des questions de pièces détachées, mais de réparabilité. Ce qui est un vrai scandale aujourd'hui, c'est qu'on ne sait même pas facilement changer une batterie. Les batteries maintenant sont inamovibles, sauf par un spécialiste. Et ça, je trouve que c'est tout à fait indécent. On devrait chacun être capable de changer sa batterie, voire de changer un écran. Ça devrait. Alors, c'était les projets des phone blocks, d'avoir des téléphones qui soient modulaires, faits de blocs. Hein. Il y a une société qui s'appelle Fairphone aux Pays-Bas, voilà, qui essaye d'aller notamment dans ce sens-là sur la réparabilité. Et tant qu'à citer les initiatives, je parle aussi de A Smart World, qui est une petite société belge qui donc s'est lancée dans la réparation de tablettes et de smartphones, avec une bonne connaissance de ce métier, avec un modèle économique, parce qu'il faut quand même bien qu'ils puissent en vivre. Enfin, ça, on parlera d'économie sociale et puis de l'économie de ces actes-là. Mais enfin, voilà, avec une vraie volonté d'abord de réparer, bien sûr, avant de recycler. Hein. Toujours bien penser réparabilité. Donc, non, il y aurait beaucoup à dire, mais il y a encore beaucoup à faire pour que la vertu circulaire des GSM soit un peu plus remarquable. Oui. Et vous avez parlé... Pardon. Ah oui, non, je vais dire aussi le problème. On le voit, nous, au niveau de la seconde main, c'est qu'une lessiveuse, c'est dans la buanderie, même si elle n'est plus toute neuve, bon, on s'en moque un peu du look de la machine, il suffit de regarder, j'allais citer de marque, ou les années vulgaires. Mais par contre, l'informatique, les GSM, je veux dire, même si un GSM qui a 3-4 ans peut encore bien fonctionner, on trouve peut-être moins facilement un amateur que pour une lessiveuse ou un séchoir aussi, certainement. Il y a un aspect mode, tendance et tout ça. Les nouveautés, ça évolue tellement vite. Là, on préfère avoir un beau GSM qu'un beau frigo ou une belle lessiveuse. Donc, à mon avis, ça joue aussi au niveau de la réutilisation. Oui, c'est une utilisation complètement différente aussi. Et j'étais curieuse parce que tantôt, vous avez évoqué les 60 différents métaux qui sont là-dedans et vous avez dit qu'on n'est pas du tout dans l'économie circulaire, donc c'est-à-dire, en fait, on creuse pour récupérer des métaux dans les mines. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va bientôt s'épuiser? Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances peut-être pour 60, c'est quand même énorme. Hein. Non, c'est rien du tout. Donc, désolé de vous décevoir. Je peux aussi vous annoncer que l'avenir, c'est la mine. Donc, le métier d'avenir, c'est de creuser encore plus parce que si vous voulez des batteries, si vous voulez des panneaux photovoltaïques, si vous voulez des voitures électriques, il va falloir, si vous voulez des éoliennes, etc., il va falloir des métaux en quantité colossale, des métaux qui aujourd'hui ne sont pas recyclables, simplement parce qu'ils n'étaient pas utilisés dans le passé. Donc on va extraire des métaux comme jamais, jamais auparavant. C'est une certitude, ça. Et ce n'est pas un problème. Alors des ressources, il y en a encore. Il faut évidemment qu'on organise la mine de manière durable. Mais ça se fait, c'est parce qu'on montre souvent un peu les mines cauchemardesques en Chine ou du travail des enfants en Afrique. Il y a quand même une mine très moderne qu'on montre rarement, mais qui existe. Mais l'avenir, elle est à la mine. On a besoin de ressources. On va avoir besoin de métaux comme jamais auparavant. Et le recyclage, il est indispensable, mais il ne sera jamais qu'une partie des besoins de la société actuelle. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. On doit absolument... En fait, pourquoi est-ce qu'on fait du recyclage? Parce qu'on est encombré par nos déchets. Je crois que ça, il faut que je le dise dès le début, parce qu'on fabule beaucoup sur la valeur des métaux dans un GSM. Or, la valeur résiduelle d'un GSM, c'est 1 euro. Donc 1 euro, c'est la somme de tous ces métaux dont on vient de parler, du gallium, de l'indium, de l'or, parce qu'il y en a un peu, du cuivre, du cobalt, enfin je ne vais pas tous les lister, c'est 1 euro la valeur résiduelle. Donc c'est vraiment rien du tout par rapport au prix d'achat. Et donc, vous m'apporteriez même 500 000 GSM, je ne suis pas prêt de construire une usine juste pour vos 500 000 GSM, d'accord? Donc il y a vraiment un problème de valeur. Et ça, il faut qu'on en soit conscient. Donc si on fait du recyclage, c'est avant tout parce que nous sommes encombrés par nos déchets. Alors, les GSM, on n'est pas trop encombrés, ils sont petits, mais on est encombrés par des vieilles voitures, par des vieilles machines à lessiver et par tout ce qui est obsolète. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on... J'aimerais bien rebondir parce que c'est très intéressant. Enfin, c'est bien de le dire tel quel. Et moi, je vais aussi dire quelque chose tel quel. C'est que dans le secteur de l'économie sociale dans lequel on se situe, certains ont tendance à nous faire passer pour des précurseurs en termes d'économie circulaire. Et c'est un peu de la même manière. En fait, le départ, l'économie sociale, au départ, c'est d'abord de récupérer des biens. Bon, je dis après la guerre, des biens pour des gens qui n'avaient plus rien. Mais dans un second temps, c'est de trouver une activité qui génère de l'emploi peu qualifié. Et donc, le secteur des déchets tombait bien là-dedans. Et donc, le secteur a travaillé là-dedans.
puis l'économie circulaire est arrivée, on a dit génial, et c'est vrai, on est bien dans le secteur, mais c'est vrai que ça reste un moyen pour employer des gens qui ont peu de qualifications, peu de connaissances, et c'est vrai que le traitement du déchet est un moyen pour arriver à une finalité qui est l'insertion. Et c'est vrai que la finalité première n'est pas nécessairement l'économie circulaire. Je veux dire, et c'est vrai que très souvent, on a beaucoup de visites, les gens viennent, ils veulent voir l'économie circulaire, ils veulent voir ça de leurs yeux. Et chaque fois, mais je me fais vraiment un point d'honneur à rappeler que l'objectif premier n'était pas là. Et finalement, tout se retrouve finalement. Hein, mais qu'est-ce qui se passe si, justement, on ne peut pas inciter ce cycle? Qu'est-ce qui se passe si vous récupérez un GSM et vous ne savez pas recycler des... Mais nous, attention, le parties... GSM en tant que tel, donc nous, en termes vraiment de recyclage, nous, on est spécialisé dans la réparation. Donc, réparation pour des clients, des particuliers, avec des pièces de seconde main, près sur des machines, et des réparations. Ben, ça, on fait ça à très grande échelle. On a 16 techniciens à temps plein qui travaillent tout le temps, qui font de la réparation. Mais je veux dire, le reste, ce qui n'est pas réparé, ça part dans des filières de recyclage. Donc, si un GSM part chez nous, il fait dans une fraction petit électro qui va partir. Voilà, on travaille avec une firme qui s'appelle Recycel à Wardre, qui recycle du petit électro et des frigos. On travaille en sous-traitance là-bas. Donc, c'est un processus où là, vous allez intervenir certainement sur des tables à eau, etc., pour récupérer des métaux. Là, c'est des processus industriels dans lesquels nous, on ne s'intègre pas. On est vraiment laboristique, pas capitalistique dans le secteur. Tout à fait. D'accord. C'est peut-être l'occasion de rebondir sur le film, parce que ce qu'on voit, c'est une plongée parmi les plus pauvres, parmi les pauvres. Nous sommes non seulement dans un pays d'Afrique, mais nous sommes dans une décharge d'une grande ville. Et nous voyons l'économie de survie des gens vraiment les plus pauvres. Hein, il faut vraiment les voir. Et donc, voilà, ils essayent de tirer de la valeur avec des mauvaises techniques, mais les seules qu'ils ont, c'est un vieillement ou bien en faisant brûler pour ressortir le cuivre, ils essaient de récupérer un peu de valeur. Donc, je rappelle ici qu'un kilo de cuivre, ça vaut 5 €. Hein. Donc, quand on voit dans le film qu'il est payé quelques cédis, je ne connais pas la valeur exacte du cédis, mais c'est quelques cents pour le paquet de métaux qu'il a collecté. Hein. Donc, c'est vraiment une économie de la pauvreté. Alors, on peut déplorer, on peut dire que ça ne doit pas exister, c'est clair, mais alors il faut voir comment on peut employer ces personnes. Mais pourquoi est-ce que ça existe? Je voudrais revenir là-dessus. Ça existe parce qu'on est en train d'accumuler des déchets électriques et électroniques en Afrique, comme on y a accumulé du plastique. Ce que je veux dire, c'est que notre société à nous est relativement bien organisée pour collecter les déchets. Bon, on peut penser au PMC, par exemple, on trie nos déchets et il y a une filière derrière qui fait ce qu'elle peut. Nos déchets électroniques, même si on les laisse dans les tiroirs, on commence à s'organiser pour les collecter. Donc on peut organiser la société. En Afrique, la société n'est pas du tout organisée pour la collecte des déchets. Donc on met encore beaucoup en décharge et on ne sait pas gérer correctement les flux de plastique. Donc ils partent souvent dans l'environnement et puis dans l'océan. C'est quand même une des grandes raisons de la contamination des océans. Et ces déchets électriques et électroniques s'accumulent dans les décharges. Et je crains que ce ne soit encore pire à l'avenir. Donc il faut vraiment réfléchir à comment peut-on organiser l'Afrique pour gérer ces déchets électriques et électroniques. Parce que, ou déjà faire en sorte qu'ils n'arrivent pas là, parce que alors là, je trouve, c'est relativement choquant, parce qu'en réalité, bon, pour avoir eu l'occasion d'aller dans les régions les plus reculées de l'Afrique, je vais prendre le Kasaï, le cœur du Congo. Hein. Vous y allez aujourd'hui, il n'y a pas d'eau et pas d'électricité, vous trouverez des GSM. Donc, s'il y a bien un produit de première nécessité que vous trouvez au milieu de nulle part en Afrique, c'est le GSM. Non, mais je veux dire, les déchets qu'on a vus dans le film, ce n'était pas généré par les habitants de Accra, c'était justement des déchets qui venaient... D'après ce que j'ai lu, et de toute façon, c'est ce qui se passe, il y a de plus en plus de déchets électroniques qui arrivent en Afrique. Bon, personnellement, j'ai lancé Ingénieurs sans frontières il y a un peu plus de 20 ans. Et à un moment donné, ça m'apparaissait très clairement. En 2000, je me dis, enfin, tous ces ordinateurs que l'on déclasse dans les entreprises chez nous, il faudrait qu'on les collecte, qu'on les reconditionne un petit peu, et je serais heureux de les offrir à des écoles en Afrique. Bon, on a commencé, puis il y a une ONG qui s'appelle Close the Gap qui s'est spécialisée là-dedans, donc qui envoie des PC en Afrique. Et puis très vite, le responsable de Close the Gap s'est rendu compte qu'en fait, il envoyait des produits difficiles à gérer, difficiles à gérer en fin de vie. Il rendait un service dans les écoles africaines, mais au bout d'un moment, ils étaient aussi cassés. Et donc, il restait là. Et donc, il a créé World Loop, qui essaye d'organiser la collecte et le recyclage en Afrique, en essayant d'introduire des petites technologies, parce qu'il faut être rentable partout. Donc, on peut un peu mécaniser ce qu'on voit dans le film, on peut essayer d'améliorer un peu. Mais si nous, et je vous le dis, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'aller chercher l'indium ou le gallium dans un GSM, ce n'est pas non plus en Afrique qu'on ira le chercher. Donc il y a beaucoup de choses à faire encore, beaucoup de chemin à faire. Voilà. Mais il y aura de plus en plus d'objets électroniques en Afrique. Les voitures, regardez les voitures. Alors, on voit encore beaucoup de voitures des années 90 en Afrique. Vous allez au Cameroun, je ne citerai pas la marque, enfin, c'est une marque japonaise, c'est
tout le parc automobile, c'est le même modèle. C'est fantastique, ça veut dire qu'ils ont des stocks de pièces de rechange, ils savent les réparer. Si vous leur envoyez une voiture d'aujourd'hui, il y a tellement d'électronique dedans qu'ils n'arriveront pas à la réparer. Donc il y a un vrai problème avec l'électronique et avec l'obsolescence des produits qui contiennent l'électronique. Et ce problème est d'autant plus aigu en Afrique que chez nous. Et est-ce que vous savez qu'il y a aussi de la recherche qui se fait pour savoir si on peut peut-être rendre la masse de métaux différents qu'on utilise dans les électroniques plus basses afin d'améliorer le processus de recyclage, pour avoir des alternatives, par exemple? Alors, sans être trop long, je vais dire de manière un peu provocante, l'économie circulaire, ça n'existe pas, ou pas encore. Et le recyclage, attention, quelque chose est recyclable, tout est recyclable, mais quand on dit que c'est recyclé, bien souvent, si vous allez voir plus loin, ça ne veut pas dire qu'on peut tout récupérer. Donc c'est envoyé quelque part, c'est traité, on va récupérer peut-être un produit de mauvaise qualité dont on pourra faire quelque chose, mais vraiment retrouver les métaux nobles dans un GSM, ce n'est pas du tout économique et c'est techniquement extrêmement difficile, ça prend énormément d'énergie. Donc si nous ne savons pas le faire chez nous, même avec les meilleures technologies disponibles, ils ne pourront pas le faire en Afrique. Alors une des réflexions qu'il y a aujourd'hui de la part de certains, c'est de dire on va aller installer en Afrique parce qu'il y a ces flux d'ordinateurs, de voitures, d'électronique qu'il faut gérer en Afrique. On va installer un minimum de capacité de collecte et de tri pour ressortir les métaux faciles. Donc j'ai cité le cuivre, le fer, l'aluminium. Et puis la fraction vraiment très difficile, il faudra la rapatrier dans des entreprises chez nous. Je vais citer Umicore, mais on en a en Wallonie aussi, qui vont aller chercher des métaux plus difficiles à aller chercher. Mais ce n'est pas un métier rentable, je le répète. Et par rapport aux appareils, parce que sur la fin du film, je vois à un moment, il dit la tablette que vous utilisez ou l'ordinateur pour regarder, en gros, se retrouve sûrement là-bas. Mais il faut quand même, ici en Belgique, on est quand même dans les pays les plus avancés avec le système Récupel pour récupérer des électrodes. Donc, un détaillant, un marchand, etc., ils ne s'embêtent pas. Je veux dire, nous, on est collecteurs Récupel, on va chercher chez eux, on reprend, ils ont des primes de chez Récupel. Il y a des sortes qui sont totalement agréées par Récupel. Donc, l'électrode de chez nous, payer des conteneurs pour les envoyer là-bas, enfin, je ne vois pas l'intérêt. Il ne doit pas avoir peut-être... Enfin, il y en a certainement toujours qui passent, mais je ne pense pas que c'est l'essentiel quand on voit là-bas qui vient de chez nous. Il y a certainement des déchets générés sur place et peut-être d'autres continents, d'autres endroits, sans doute. Oui, mais je répète qu'il y a énormément de GSM en Afrique. Donc, dans les endroits les plus perdus, vous n'avez pas d'eau, pas d'eau courante, pas d'électricité, vous avez un GSM. Parce que ce GSM vous permet d'être en contact avec la famille ou d'être en contact avec ceux qui sont ici en Europe, et donc de transférer de l'argent, etc. Donc c'est vraiment vital. Donc ce GSM est souvent un GSM de seconde main, parce que ici on a tendance à changer de GSM avant qu'il ne soit fichu. Et ces GSM de seconde main vont partir en Afrique, et tant mieux, ça leur permet d'avoir des GSM qui fonctionnent encore. Le problème, c'est la fin de vie. Le problème, c'est qu'ils ont une deuxième vie en Afrique, mais en fin de vie, il faudrait qu'on les ramène. Alors déjà qu'on ne les collecte pas chez nous, pas bien. On ne va pas les donner la leçon aux Africains sur la manière de les collecter. Donc ça finit dans l'environnement. Restants, ils sont peut-être captés. Mais c'est vrai que s'ils repartent pour la réutilisation, dans un premier temps, c'est mieux. Et c'est vrai qu'on a ça beaucoup au niveau de la ressourcerie. Donc plus pour le mobilier, il y a de la vaisselle, des poêles, des casseroles qui n'intéressent personne ici. Et c'est vrai qu'on voit, il y a beaucoup d'objets de toutes sortes qui sont rachetés. Et au bout du compte, alors effectivement, on dit, c'est moins polluant, il y a moins de casserole et un canapé, ou je sais pas quoi, mais quoique. Mais ça recrée certainement là-bas une économie locale de petits commerces qui revendent. Donc globalement, c'est positif. C'est des biens qui auraient été brûlés ou quoi ici, qui repartent là-bas. Donc c'est vrai que le GSM, si au moins il peut resservir là-bas, c'est déjà une bonne chose. C'est vrai qu'au bout du compte, c'est son traitement qui pose problème. Par rapport à ça. Vous avez brièvement mentionné la pollution. Il y a d'ailleurs une première question qui vient arriver de la part de la salle. Et à ce moment-là, j'invite aussi les autres à poser leurs questions parce qu'on n'est pas seulement ici pour débattre entre nous trois, mais bien sûr aussi avec vous. Il y a la question, entre autres problèmes que posent nos smartphones, qu'en est-il du stockage des données, de l'empreinte carbone des data centers? Mais nous c'est vraiment clairement en termes de réparation, c'est quelque chose qui freine au niveau de l'informatique, ou de ce problème de mode, etc., qui fait... Il faut aussi dire que voilà, nous, on est des sociétés coopératives. Enfin, je veux dire, c'est important de le dire. C'est pas des SBL ou des structures avec des bénévoles, que sais-je, qui peuvent se permettre de passer une journée sur un ordinateur qui va être vendu 50 €. Donc, soyons bien clairs, nous, les gens sont payés avec les commissions paritaires et autres. Donc, réparer un ordinateur
qu'on va revendre à bas prix parce que ça n'intéresse pas grand monde n'est pas intéressant. Mais il y a aussi ce problème de données, c'est extrêmement compliqué. Donc clairement, nous on préfère ne pas travailler. Et il y aura ce même problème avec les téléphones. Donc nous, clairement, on a résolu le problème. De toute façon, on ne travaille pas pour ce type d'appareil. Et il est clair que nous, on doit aussi... il faut se mettre des règles. Par exemple, clairement, vendre en seconde main des imprimantes où les gens vont devoir trouver des cartouches qui vont coûter, alors qu'elles sont gratuites sur une nouvelle. Je veux dire, il y a des choses qui ne sont pas... C'est pas rendre service aux gens de vendre une imprimante, même à 10 €, par exemple. Donc, il y a certaines choses, voilà, c'est un choix de ne pas réparer. Donc là, pour la question des données, nous, le truc, il est réglé. On ne le fait pas. Vous avez voulu... Oui, je ne suis pas spécialiste de la destruction des données. Je pense qu'il faudrait poser la question à SmartWorld comment il fait. Mais effectivement, il y a une certification sur la destruction des données de votre GSM. Maintenant, dans une entreprise de recyclage, ça rentre dans ce qu'on appelle un shredder, c'est broyé. Je vous défie d'aller rechercher les données. Mais c'est vrai qu'il y a, au moment de la collecte, il y a un risque éventuellement d'interception de données. L'empreinte carbone de l'informatique ou du stockage, c'est tout autre chose, bien sûr, mais c'est un vrai souci. C'est-à-dire que moi, je peux pas... Je vois l'explosion bien sûr, de la communication digitale. Toute communication digitale signifie de l'énergie, et c'est vrai que c'est une courbe exponentielle, comme d'ailleurs tout. Toutes nos consommations, tout est une courbe exponentielle. Et c'est vrai que je crois qu'on va devoir trouver une façon intelligente de gérer l'énergie de stockage. Pour l'instant, on ne se pose pas de questions. On fait des tas de vidéoconférences et on les laisse à disposition sur Internet. Tout le monde fait des photos, des vidéos. Enfin, je prends souvent un peu cet exemple-là, mais je crois que c'est vrai. Il n'y a pas si longtemps, on s'envoyait un texto, on écrivait « hello », on se disait « bonjour » avec 6 lettres. Puis on a fini par dire bonjour en faisant une photo, un selfie. Maintenant, on se dit bonjour en faisant une petite vidéo. Donc, je veux dire, c'est explosif en termes de quantité de données. Et donc, c'est de l'énergie. Toute donnée, c'est de l'énergie. Donc, il y a une réflexion à mener, mais elle ne va pas être facile. C'est une réflexion de sobriété. Chacun va devoir un peu modérer ses ardeurs. Et question un peu plus générale qui vient là-dessus aussi. Quels sont les effets de nos déchets, notre mode de consommation sur l'écosystème? Peut-être que là, vous êtes tous les deux... De façon générale, il est clair que quand on avait des décharges qui sont devenues des sortes d'enfouissements techniques, c'était l'effet percolateur, c'était pas top du tout. Mais il est clair que voilà, il y a déjà, hormis pour des déchets de construction, j'entends plus sur le nom, en fait, voilà, du pyrex ou de la porcelaine, etc., qu'on met encore dans des décharges, mais où c'est non polluant. Je veux dire, il n'y a plus rien. Mais il y a 10 ans, tous les encombrants étaient encore enterrés. Donc ce n'est pas très vieux. Mais donc, de ce point de vue-là, il y a quand même une énorme amélioration. Et ce qui est incinéré, il y a quand même un traitement de fumée. Voilà, je pense qu'au niveau des déchets, ici, en termes de santé, on ne va pas dire qu'il n'y a plus de risque du tout, mais c'est quand même, en l'espace de 10 ans, je veux dire, ici, les électrodes, la reprise est obligatoire il y a 15 ans, c'est l'Europe, 15-20 ans, et les encombrants, c'est 2010, donc c'est vraiment hier, quoi. Mais, donc avant, c'était quand même problématique. Maintenant, ça l'est quand même nettement moins, et avec des systèmes comme la ressourcerie, où effectivement, ici, voilà, on travaille sur 57 communes, donc tous les encombrants qui sont remis sont triés, démantelés et recyclés au mieux. Il y a un énorme progrès qui est fait chez nous, clairement. Tout à fait. Oui, je crois qu'il faut vraiment souligner ça, qu'on a fait d'énormes progrès. Comme je dis souvent, quand j'étais enfant, il n'y a pas si longtemps, je jetais quelque chose, je ne savais pas où ça allait. Je n'avais même pas idée que ça finissait dans une décharge. Donc je crois qu'on a pris en charge cette gestion des déchets, parce que je vous disais, on est encombré par nos déchets. On le fait très bien, et ça viendra en Afrique. Je veux être optimiste aussi. Je sais que les images sont terrifiantes, et c'est une plongée dans l'enfer, ce film. Mais c'est une décharge un peu sauvage dans une grande ville africaine. Il y en a encore beaucoup, mais ça va commencer à s'organiser, se gérer mieux. Donc là, je suis relativement optimiste. La grande question maintenant, c'est qu'il faut absolument freiner notre consommation. Donc si quelqu'un veut freiner son empreinte environnementale, qu'il essaie de garder ses produits le plus longtemps possible. Que l'on fabrique des choses qui durent. Mais le drame, c'est qu'aujourd'hui, on fabrique des machines qui ne durent plus longtemps. Bon, il y a un vrai problème de solidité, et il y a aussi un vrai problème de comportement de consommateur. Donc l'économie circulaire, ça ne fonctionnera que si on ralentit cette boucle de consommation. Donc le pire, c'est de se dire « Ah, mais j'achète un nouveau GSM et j'achète celui-là, il sera de toute façon recyclé. » Non, ça c'est la catastrophe absolue. Si ce message-là passe, alors j'ai mal fait comprendre le message principal. Il faut garder ce GSM le plus longtemps possible. Je dis souvent à des jeunes que, bon, si on demande à un ingénieur de fabriquer un GSM qui tient 50 ans,
il pourra le fabriquer. Bon, je vois la tête des jeunes qui s'allongent un peu en disant je n'ai pas envie de le garder 50 ans, mais je crois que si, il faut vraiment se convaincre qu'on va devoir faire des technologies qui durent longtemps. C'est ça, durable, c'est durer, c'est le premier des messages. Et l'obsolescence programmée, moi je pense que la première cause de l'obsolescence programmée, c'est la pression du consommateur pour avoir des prix bas. Absolument. Je pense qu'effectivement, tous les producteurs, il faut faire les prix les plus bas, donc faire les prix bas, on diminue la qualité. Si le consommateur est prêt à payer plus cher, le producteur, il sera prêt à faire des machines qui durent plus longtemps. Et il y a certaines marques, on le voit, des marques beaucoup plus chères et qui dureraient très longtemps. Elles n'ont pas le choix que de baisser la qualité, sinon elles sont plus concurrentielles. Donc le consommateur a toujours, au bout du compte, c'est toujours lui qui est responsable de ce qui se passe. Maintenant, les électros, ça ne coûte plus rien. Je dirais, avant, on achetait une machine, moi je sais bien, il y a encore un administrateur de l'entreprise qui me dit, j'ai mon lave-vaisselle depuis 40 ans, est-ce qu'il y a moyen de le réparer? Je dis, bah oui, c'est une époque où ça dure encore très longtemps. Et on payait plus cher. Payer un gros électro, c'était que dans un budget, c'était énorme. Maintenant, le petit électro, ça ne coûte plus rien, donc on jette, on change, et tout le monde veut ça, les gens ne veulent plus payer beaucoup. Donc si les gens acceptaient de payer plus, effectivement, on pourrait faire en sorte d'avoir des modèles de construction, on sait réparer, ainsi de suite. Donc à la base, le problème vient de là. Donc accuser des fois les firmes de dire c'est elles, c'est de leur faute. Non. Ben, elles doivent alléger leur processus de production, la qualité de leurs matériaux, sinon les gens n'achètent plus. Et voilà, je crois que la base du drame, il est là. Oui, puis c'est aussi toute la question de sensibiliser à ce que vous venez d'évoquer, de peut-être aussi rendre tout ça un peu plus ouvert. Mais je veux dire, ça a un coût. Je veux dire, si on fait une machine plus solide, une machine qu'on peut réparer, qu'on ne colle pas tout bêtement avec de la résine et tout ça, ça va coûter plus cher. Et donc là, les gens ne sont pas d'accord. Plus cher dans le court terme. Oui, c'est ça. Les gens veulent du développement durable, de l'économie circulaire, mais d'un autre côté, ils ne veulent pas lâcher €1 pour des choses, alors que sur le long terme, ils gagneraient. Quand on voit, nous, parce qu'on dit des fois, c'est vraiment le débat, on sélectionne les machines, on essaie de ne pas dépasser 5 ans, mais c'est vrai qu'une machine plus ancienne pourrait consommer plus. Alors, à nouveau, moi je dis toujours, c'est comme les voitures, quand on regarde le truc de consommation d'une voiture, allez-y pour le refaire, c'est la même chose pour la machine. Donc des fois, quand on est avec 5 plus derrière, on va gagner 5 € sur l'année. Mais à côté de ça, la machine peut être plus ancienne, qu'on va remettre elle va peut-être connaître un cycle de vie en plus, donc c'est un cycle de recyclage qu'on ne va pas devoir faire. Et donc au total, on va y gagner par rapport à soi-disant gain d'énergie, on achète une nouvelle machine qu'on va faire tourner tous les 4 ans ou quoi. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de stéréotypes et d'idées préconçues là-dessus qu'il faut changer et corriger, me semble-t-il. 100% d'accord, oui, vraiment. Si vous avez une voiture qui a 10 ans, gardez-la. C'est un peu le même message, oui, bien sûr. Mais on va dans la mauvaise direction. Quand on regarde l'évolution des produits, ils vont tous dans la mauvaise direction en termes de réparabilité. Je parlais de la batterie qui est scellée maintenant d'un GSM et de recyclabilité. Je prends beaucoup d'exemples dans mes exposés. Les produits sont de moins en moins recyclables. J'en prends un qui me vient à l'esprit. On avait ici les tubes. Il y avait l'usine cuivre et zinc. On faisait des tubes sanitaires en cuivre. Donc c'est vrai que c'était des tubes pas si faciles à placer. Il fallait un plombier qui était qualifié pour bien les placer. Mais quand on démolit un bâtiment aujourd'hui, il est facile de mettre ces tubes de cuivre de côté, de les refondre, de faire des nouveaux. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des Alpex. Donc, vous allez au bricot, vous avez un tube que vous pouvez plier à la main et assembler vous-même. Donc, c'est on a gagné en fonctionnalité, c'est plus facile à installer. Par contre, cet Alpex, c'est un sandwich d'aluminium, de polyéthylène, etc., avec du laiton. Donc, c'est un mélange de matériaux qui n'est pas recyclable. Ce ne sera jamais vraiment bien recyclable. Et donc, on est allé dans la mauvaise direction. On a gagné en fonctionnalité, ça coûte moins cher aussi. Mais ce n'est plus du tout recyclable. Donc, on doit faire des marches arrière, ça c'est clair. C'est comme les matelas avec différentes mousses. Et maintenant, on voit les matelas plus récents, les ressorts sont emballés dans du tissu. C'est une catastrophe, donc les secrets des métaux ne les veulent plus. À part mettre le feu pour enlever le tissu, on ne va pas le faire. Mais je veux dire, il faut un jour pour enlever tous les... donc il y a des choses comme ça. Ça pose vraiment un gros problème au bout du compte. Donc ça ne devrait pas se faire comme ça, je veux dire, au moment de la conception. Clairement. Et donc, les matelas, voilà, on essaie de les recycler, de mettre des choses en place. Mais à la base, il y a des choses quand même compliquées. Avant, nous, les matelas, on éventrait, tout le métal était recyclé, puis il restait de la mousse. Mais maintenant, on ne sait même plus récupérer le métal de ce point de vue-là. Donc, et en incinération, ils ne prennent pas les matelas parce que ça bloque les broyeurs. Donc, il y a parfois des problèmes. On se retrouve face à des problèmes complexes par rapport à ça. Donc, si on cherche une solution éco-responsable, ça serait aussi de... facilement pouvoir à la base, certainement, des mélanges de mousse qu'on ne sait pas recycler. Il y a des sortes qui se mettent en place parce que maintenant il y a un système récupel qui se met en place au niveau des matelas, mais je crois qu'il y a encore du chemin à faire. Mais bon, on en est au début, mais il y a des choses toutes bêtes, voilà, par rapport. Pourquoi est-ce qu'on a emballé ces ressorts qui pendant 100 ans ont été comme ça dans les matelas? Pourquoi est-ce qu'on a commencé à les emballer dans du tissu? Enfin, je ne vois vraiment pas. On n'a jamais dit qu'il y a eu beaucoup de morts avec des ressorts qui... Si on revient des matelas au smartphone, pour une petite question, il y a une spectatrice. Je connais mieux les matelas que le smartphone, c'est pour ça.
Il y a une spectatrice qui demande s'il y a des matières qui existent pour permettre l'élaboration d'un smartphone éco-responsable. Alors, les métaux sont tout à fait éco-responsables. Je ne sais pas pourquoi, souvent, quand on dit c'est biosourcé, on se dit que c'est très bien, et quand c'est géosourcé, c'est quand ça vient de la croûte terrestre, on trouve que c'est pas bien. Donc, je crois qu'il faut arrêter d'avoir cette idée que les métaux sont nécessairement polluants. Bien sûr, toute activité a un impact sur l'environnement, mais il ne faut pas se tracasser inutilement des matériaux qui sont dans nos GSM. Je ne vais pas répéter ce qu'on vient de dire, mais il faut vraiment, à propos des GSM, se tracasser de leur durée de vie. C'est intolérable que la durée de vie moyenne d'un GSM soit de 18 mois. Ouais. C'est intolérable. Alors, c'est pour des raisons de fragilité. C'est très facile de faire un GSM robuste. Hein. Si le verre casse parce qu'il tombe, c'est parce que voilà, on veut un GSM avec un verre qui est à fleur et que sais-je. Ben non, mettons un gros caoutchouc au-dessus, comme sur les autoscooters, et il ne cassera pas. Quelque part, le consommateur est très responsable aussi de cette fragilité. Je suis tout à fait d'accord aussi que cette idée d'obsolescence n'est pas du tout un grand complot. C'est que nous ne voulons plus des produits solides. Si nous changeons et que nous insistons, alors pour revenir sur l'impact environnemental, je pense que vraiment... si on fait donc la fabrication d'un GSM, évidemment, a un certain impact. Plus on le garde dans la durée, plus on dilue cet impact. Voilà. Et après ça, il y a évidemment le problème de la collecte et du recyclage qui n'y est pas du tout, parce que si on n'y est pas avec les matelas, vous aurez compris qu'on y est encore moins avec les déchets électroniques. Bien sûr. Voilà. Et tout à l'heure, pardon. Oui, non, allez-y. Tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez dit qu'il faudrait rendre les mines plus durables. Qu'est-ce que vous entendez par une mine durable? Quel est l'aspect durable dans C'est amusant, oui, eh bien, exactement, parce que j'ai toujours trouvé que c'était un contresens total, puisqu'on extrait quelque chose, donc par définition, on le retire. Donc on ne peut pas vraiment... D'une certaine façon, on ne peut pas parler de durabilité. Et ce qui est durable, c'est que la ressource qu'on en extrait, on en fait un produit. Hein, donc ça devient une machine à lessiver, une voiture ou un bâtiment, pour parler d'autre chose. Et il faut s'assurer que ça reste une ressource pour les générations futures. Donc ça, c'est la grande responsabilité, mais ça renvoie à tout ce qu'on vient de discuter. J'extrais une ressource, je fabrique un produit, et ce produit est une banque de matériaux pour les générations futures. Donc ça nous ramène à ces problèmes de recyclabilité. La mine durable, autrement... Donc, la mine durable, principalement, ça veut dire une qui limite son impact sur l'environnement, donc sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau. C'est la prise en compte aussi d'aspects sociétaux. Voilà, on montre, comme je disais, la sécurité de travail, probablement. Oui, aussi. Mais on montre souvent les mauvais exemples. Si je vous montrais l'industrie minière, elle n'est pas là où on croit. Elle est aux États-Unis, au Canada, au Chili, et ça se passe en Australie. Ça se passe avec des véhicules, des camions de 300 tonnes téléguidés à 1500 km de distance. C'est waouh, quoi. La mine demain en Europe, ce sont des robots. On n'en verra même pas, elle sera totalement invisible. Ce sont des robots qu'on enverra sous terre, se faufiler dans des filons. La mine de Zola, c'est parce qu'on n'en parle pas, mais c'est un monde fantastique d'innovation. Donc je ne suis pas du tout pessimiste sur l'exploitation minière de demain, mais je suis très préoccupé par ce qu'on est en train de faire de toutes ces belles ressources que nous avons. Nous fabriquons un mélange, une soupe infâme de métaux. Le GSM est une soupe infâme de métaux qu'on n'arrive pas à défaire. Donc, quand on fait de la nanoélectronique ou de la microélectronique, on mélange les choses à l'échelle du millième de millimètre. Bon, recyclage, ça veut dire reséparer les choses à l'échelle du millième de millimètre. Et vous me payez 1 euro pour faire ça? Non, ça ne marche pas. Donc, voilà. Donc il faut revenir en arrière. Un petit exemple sans être trop long. Aujourd'hui, le plus beau produit, celui qui se recycle le mieux, c'est la batterie de votre voiture. C'est une batterie au plomb, hein, on le sait encore, batterie plomb acide. Ce sont des feuilles de plomb qui trempent dans de l'acide sulfurique et il y a une cage en plastique autour, bien sûr. Ça se recycle magnifiquement bien. Pourquoi? Parce que, d'abord, toutes ces batteries sont très bien collectées par les garagistes, puisque vous n'allez pas vous amuser à la sortie de votre voiture. Ils l'emmènent dans une usine qui traite ça, qui est parfaitement organisée pour gérer l'acide, le plastique et le plomb. Et vous aurez compris, l'acide, le plastique et le plomb, ça se sépare vraiment très, très facilement. Donc le plomb, qui est un métal que l'on condamne par ailleurs, injustement, est le métal le mieux recyclé au monde. C'est l'exemple type. Et cette batterie, elle est magnifique. Alors évidemment, les véhicules électriques ne peuvent pas utiliser cette batterie parce qu'elle est trop lourde. Donc nos véhicules électriques demain auront des batteries beaucoup plus sophistiquées, mais non recyclables. Enfin, on y travaille bien sûr au recyclage des batteries lithium-ion. On y retravaille, mais c'est de nouveau un mélange intime d'aluminium, de cuivre, de cobalt, de nickel, de manganèse, je vous passe la liste. C'est extrêmement complexe, alors que la bonne vieille batterie est un objet d'une simplicité extraordinaire. Donc voilà, il y a du travail. Au niveau du recyclage, vous avez dit tout à l'heure que pour vous, c'est tout d'abord la réparation.
Ouais. Et il y avait la question de la part de la salle, y a-t-il des projets législatifs pour augmenter la réparabilité des appareils électroniques? Oui, absolument. Ouais. Mais c'est fort battu en brèche. Voilà, il y a des lobbies qui vont contre. Mais je pense qu'en Mhm. Espagne, ils sont passés à un taux, je pense que c'est adopté. Ici, à Wallonie, il y a une proposition, effectivement, d'imposer un taux de réparabilité. Mais De bon, combien de pourcents, vous je savez? pense qu'on avait parlé de 2%. Je ne saurais plus 2%? je ne saurais plus vous dire Ok. exactement comment c'était Pardon. calculé. Mais c'était un problème aussi de voir, Ouais. c'est toujours le problème. C'est moi, quand on me demande, vous réparez quel pourcentage de machines, ça dépend du jour du numérateur, du dénominateur, ça dépend ce qu'on prend comme masse. Est-ce que c'est ce qui est collecté, ce qui est produit, voilà. Mais effectivement, il y avait des projets. Mais la mise en œuvre, alors on revient encore à la même chose, c'est les firmes, les pièces détachées. Je dirais à nouveau, plus on demande des nouveaux produits, des nouveaux moins chers, ben, il vient un moment où la gestion des pièces détachées pour les firmes devient impossible. Donc il y a aussi un aspect pratique, assurer une disponibilité, réparer, c'est assurer des pièces détachées. Donc il faut certainement des appareils plus simples, aussi plus robustes. Et donc ça pose différents problèmes. Je pense que la problématique, ouais, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je pense que la problématique, c'est que c'est quand même beaucoup plus complexe. Et dire les marques sont des mauvais et nous, on est des gentils, non, c'est la réalité. Nous, on a des contacts avec des marques qui nous aident et qui font des recherches chez nous aussi, je ne citerai pas ici, mais à qui on collabore énormément et qui étudient aussi les appareils, parce qu'on a une bonne connaissance des appareils sur le long terme, et donc ils ont l'intelligence de voir avec nous et de nous aider pour des pièces, pour beaucoup de choses. Donc ils vont voir. Ils vont voir avec vous qu'est-ce qui a la faute là. Oui, c'est ça. Plus... Ils analysent. Pour le moment, on a une marque qui paye un étudiant pour reprendre toutes des fiches de production sur des années, pour essayer de voir effectivement ce qu'il a dans des machines, analyser des pièces, et ainsi de suite. Donc il y a une volonté des marques d'avancer. Et c'est vrai que c'est donnant-donnant. Nous, on a de la formation, on a accès à des pièces détachées, etc. Donc je pense qu'il y a des marques qui réfléchissent à tout ça. Mais c'est toujours... la réalité n'est jamais aussi simple, hein, globalement. C'est un peu facile de pointer l'un ou l'autre, mais dans les faits, quand on creuse un peu, c'est pas toujours si facile, je pense. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous savez pas réparer chez vous, ou vous dites ok, c'est trop dangereux, trop grand, trop je sais pas, et vous le passez à quelqu'un d'autre? Tout est une question de coût. Je veux dire, il est clair que nous, on a des gens qui viennent pour réparer. On a déjà eu des aspirateurs d'après-guerre, enfin des trucs ou des machines lessivées qu'on ne sait même pas, qu'on n'a jamais vu ça. Je veux dire, il y a des gens qui veulent vraiment, mais là c'est vraiment l'objectif. Moi je pense que c'est plus sentimental, on veut garder sa machine plus que de l'économie circulaire. Mais donc si vous ne savez plus commander la pièce, c'est impossible. Et alors l'avoir dans ce qui revient chez nous, il faudrait vraiment tomber sur la même pièce qui est compliquée. Mais je veux dire, potentiellement, on peut tout réparer, voilà, des trucs trop anciens. Mais c'est aussi une question de disponibilité de pièces. Donc si on vient avec une machine spécifique, ben, soit il faudra commander la pièce si on sait ça va coûter très cher, donc c'est pas intéressant. Donc nous, l'objectif quand on fait des réparations clients, c'est de réparer avec des pièces de seconde main. Donc nous, l'objectif, c'est d'augmenter le taux de réparation en réparant effectivement avec du matériel, avec des pièces de seconde main. Et aussi, ce qui revient très cher dans la réparation, c'est que vous avez un réparateur de la marque qui vient chez vous, il regarde, s'il n'a pas, il fait un devis, il va revenir une deuxième fois avec la pièce, donc des déplacements, des devis payés. Donc ça vous coûte la moitié d'une machine en solde, clairement. Donc nous, on s'est mis dans une optique en disant, on a nos ateliers, donc on a des lignes de production, de nettoyage, et tout ce qu'on veut, on a nos stocks de pièces détachées. Donc les gens viennent chez nous avec leur machine. S'ils ne savent pas venir, on va la chercher. Et donc nous, ça nous permet déjà de faire une première évaluation, une prise en charge. Et donc vous avez le classique jeton, je veux dire d'une marque, mais enfin quelle qu'elle soit, de grande surface. Ben, parfois le début c'est l'avoir, plus loin non. Et je veux dire, les personnes viennent, on s'est regardé directement, ils sont super contents. 10 minutes après, on part avec leur machine. Certains réparateurs vont des fois effectivement lever le jeton, mais peut-être parler d'une autre panne, et donc ça, vous ne savez pas. Je veux dire, voilà, il y a une question de... Donc ça, c'est très pratique. Et alors nous, quand on garde les machines, effectivement, on sait aussi, parce que quand on fait de la revalorisation, donc il y a beaucoup de tests, on reteste tous les cycles de lessive, les températures, tout, voilà, on ne sait pas la panne. Sur une revalorisation, on ne sait jamais la panne au départ, donc on doit tout vérifier de toute façon. Donc il y a du temps perdu. Donc ce temps perdu nous permet de réparer effectivement des réparations clients. Donc il faut s'est organisé comme ça et de récupérer des pièces. Donc au bout du compte, je crois qu'on a pris moyen de réparation de 80 € sur le gros électro, sur un ensemble de réparations clients, parce qu'effectivement les pièces sont moins chères et bon voilà, c'est aussi une coopérative, il y a une question de confiance et on applique des prix justes, mais on peut intégrer ces réparations dans un processus de production, alors que le technicien qui est sur la route, ben, tout cet entre-route, etc., ils sont perdus et ils sont facturés au client au bout du compte. Voilà, on a un mode de fonctionnement différent et aussi quand même souvent une tarification claire et au prix juste. Dire, nous,
c'est une coopérative, c'est une finalité sociale, il n'y a pas de finalité de profit, il n'y a pas de distribution de dividendes. Donc, alors on dit toujours, ouais, c'est de la concurrence déloyale. Ben non, on a fait le choix de ne pas rémunérer les actionnaires. Et donc, on a là un avantage. Pour le reste, on respecte les mêmes règles que tout le monde. Mais donc, on applique le prix juste. On n'a aucun objectif de faire du surprofit. Alors voilà. Et le prix dépendra du travail qui est mis dedans. Du temps qui est passé, c'est ça, tout à fait. Du temps qui est passé sur la machine. Et si je viens juste avec, mettons, ma machine à laver pour savoir si elle serait réparable ou pas. Le truc est très clair. Donc, quand on vient avec un appareil, il y a toujours une prise en charge de 30 € d'office. Donc, il y a un examen qui est fait de la machine. Alors, soit la réparation coûte moins de 100 €, on le fait d'office. Donc, le client le sait au départ. Si maintenant la réparation dépasse 100 €, on prévient le client effectivement que ça coûtera plus cher. Mais nous, les 30 €, c'est la prise en charge est toujours due. Si la personne dit, oh, ben, je ne veux plus ma machine. Par contre, s'il répare effectivement, ben, là, on déduit les 30 €. Donc, je veux dire, le mode de fonctionnement est très clair par rapport au client. Il y avait encore une question de la part de la salle. Si vous remarquez une augmentation, une diminution des déchets ménagers depuis le début de la crise sanitaire? Alors, enfin, je sais ça parce qu'on était en plein dedans par rapport à ça. Donc, on fait des collectes toute l'année. On collecte dans tous les parcs à conteneurs et chez tous les détaillants de la province. Et on arrive pratiquement, je crois que c'est à 1%, 1,6% sur les parcs de dés en moins. Mais on collectait aussi les plastiques d'emballage qui ont disparu avec les collectes. Donc, en gros, c'est pile pareil. Donc, en fait, on n'a pas collecté, mais les gens ont gardé chez eux. Et donc, à un moment, ils ont remis beaucoup. Par contre, au niveau des encombrants, mais là, c'est pas de l'informatique, tous les encombrants, etc. Là, il y a une très forte augmentation. Avec 2 mois de moins, on augmente de 16%. Parce que les gens, pendant le confinement, avaient le temps, il faisait beau et on a rangé, on a rangé. Et, voilà. Et c'est ce qui a fait aussi que les magasins étaient fermés. Donc, il faut bien se dire que les magasins étaient fermés. Donc, pas de magasin fermé, pas de collecte dans les magasins, pas de collecte dans les parcs. Donc, je veux dire, ça s'est récupéré après le confinement. Donc, c'est un statu quo, selon moi, ici. En tout cas, en termes de collecte, c'est un statu quo. Et vous avez récapéré un peu de tout ou est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier qui était... parfois, on fluctue de quelques pourcents. Par exemple, les télés ont encore perdu. Je crois qu'il y a eu un peu plus de froid. Enfin, ça, j'ai les chiffres exacts de ce qu'on a collecté. Mais globalement, c'est les petits électros, je sais que c'est stable. Parce que c'est quand même la moitié de ce qu'on collecte, les petits électros. C'est effrayant, ça. La quantité, la masse de petits électros où on ne sait pas faire à part broyer. Voilà, comme je disais, réparer du petit électro, je veux dire, c'est impayable. Il faut vraiment des trucs de service après-vente que les gens ramènent parce qu'il y a une petite griffe ou un truc comme ça qu'on peut tester. Mais sinon, le prix est tellement bas que c'est pas rentable. Alors, il faut faire ça avec des bénévoles en associatif et ça peut être très bien, ou en Hyper Café, que sais-je, quelque chose comme ça. Mais sinon, en revalorisation, on vend pas mal de petits électros, mais c'est souvent des services après-vente ou des firmes qui nous donnent des lots ou des choses comme ça où il n'y a pas grand-chose à faire. Ou typiquement, voilà, des fours dont la porte est cassée. Et ça vaut la peine de remplacer la porte, par exemple, parce que c'est des appareils qui ont de la valeur. Voilà, des fours, ça peut vite coûter 1 500, 2 000 €, ça dépend du four. Là, ça vaut la peine. Mais un percolateur ou une machine Senseo, que sais-je, économiquement, ça ne vaut pas la peine. Parce que je trouve ça c'est tout à fait inadmissible quand on y réfléchit. Il n'y a pas plus simple qu'un fer à repasser ou un percolateur. Donc dire que ce n'est pas réparable, c'est choquant. Ça ne l'est pas parce que si vous prenez un simple mix-soupe, si vous regardez, c'est un plastique qui moule la totalité du moteur. Vous ne savez même plus aller, si vous êtes un peu bricoleur, vous ne savez pas aller à l'intérieur, faire une réparation simple. Donc il n'y a pas besoin d'être un grand bricoleur, mais malheureusement, voilà, c'est impossible. Alors, si le consommateur regarde bien, sans citer des marques, il y a quand même des marques qui se font un point d'honneur de faire des petits électros ou des machines à café qui sont assez démontables et pour lesquelles toute la liste des pièces de rechange est disponible. Bon, ça vous coûtera cher à la pièce de rechange, mais enfin, c'est faisable. Il faut pousser dans ce sens-là. Oui, parce qu'on en fait. Oui, on répare, cela étant dit aussi. Et le législateur a tendance à donner quand même des incitants. Donc il faut maintenant, une entreprise qui est prête à donner une garantie de 5 ans ou de plus, il faut l'encourager. Donc il faut vraiment que le législatif vienne en soutien à ces entreprises qui vont dans le sens de la réparabilité et de la durabilité au sens où ça dure plus longtemps. Oui. Il y a des outils, parfois des outils spécifiques permettent. Le consommateur n'a pas ces outils, mais nous, en atelier, on peut se permettre effectivement d'avoir toute une gamme d'outils qui sont spécifiques, mais qu'on arrive à avoir pour accéder, pour démonter, ainsi de suite. C'est pas toujours facile pour un particulier, des fois que c'est très compliqué.
Et alors, il y a aussi, parce qu'il y a aussi un aspect qui est vraiment que les gens ne se rendent pas compte, c'est que maintenant, d'ailleurs, chez Récupel, tout ce qui est séchoir, c'est des pompes à chaleur. Donc, en tri, c'est passé dans le froid avec les frigos. Et donc, par rapport à avant, on avait une espèce de condenseur plat de crasse là-bas. C'est extrêmement pratique. Les nouveaux séchoirs pompes à chaleur, il y a que les petits mouchetons enlevés en dessous. Mais dans les faits, les machines sont crasses à l'intérieur. Et donc, on reçoit beaucoup de séchoirs pompes à chaleur qui ont quelques années et qui, en fait, sont simplement crassés. Mais à nouveau, les gens ont ça chez eux, il faut faire venir un réparateur qui va devoir ouvrir pour nettoyer, donc ça va coûter. Et donc on jette des séchoirs qui, clairement, n'ont rien du tout. Nous, les séchoirs, toujours, systématiquement, on démonte jusqu'à la dernière vis. Complètement, on démonte tout, quel que soit le séchoir. Voilà, c'est dans notre mode de production. Donc on nettoie tout et on remonte. Mais donc on rentre là-dedans et donc on se retrouve avec des machines qui sont neuves, que les gens pensent qu'elles sont foutues. En fait, elles n'ont rien du tout. Hein. Donc ça consomme moins les pompes à chaleur, c'est très bien, mais malheureusement, il faut un technicien après un certain moment quand ça s'encrasse de l'intérieur. Tout à fait. Alors, juste en référence au film, juste très brièvement, j'ai envie de dire, si vous voulez savoir si quelque chose est réparable, vous allez en Afrique, parce que là-bas, le sens de la débrouille, ils l'ont, ils savent tout réparer. C'est clair. Tout à fait. Je sais pas. On arrive au bout du débat. Je ne sais pas s'il y a un dernier message que vous voulez. Moi, je disais parce qu'on parle justement de l'Afrique. Quand je vois ce film, en fait, ce qui est très, très marquant, c'est que on a beaucoup de similitudes. Nous, dans ce qu'on fait, on a beaucoup de similitudes. C'est-à-dire que ce sont des gens en grande difficulté. Chez nous aussi, tous les gens sont en difficulté sur le marché de l'emploi, mais globalement en difficulté, pour qui on cherche une solution grâce aux déchets. Alors, la grosse différence, c'est quand on voit là... en sandales, en chaussures, je veux dire, chez nous, il n'y a jamais personne qui a passé la porte de l'atelier sans chaussures de sécurité, tout le matériel, tout ce qui est suivi, la prévention, etc. Les salaires qui sont des salaires décents, les conditions de travail, l'accompagnement, tout ce qu'on apporte. Et donc là, c'est ça qui est effrayant, c'est la différence entre les deux. Mais fondamentalement, au niveau, je dirais, de la fidélité, il y a beaucoup de similitudes. Hein, mais nous, on essaie de faire un peu renaître les gens mieux que là-bas, où malheureusement... avec des jeunes, ils ne doivent pas vivre très vieux, comme dans des conditions pareilles. Voilà. Justement, l'aspect santé que vous venez d'aborder, c'est malheureusement un qu'on n'a pas vraiment pu aborder dans le débat, mais pour tous ceux qui veulent aussi aller plus loin dans le lien de technologie et santé, je vous recommande de suivre la programmation d'Image et Santé, parce qu'on aura 2 émissions qui vont se pencher là-dessus. Il y a une émission le mercredi à 10h sur la numérisation de notre société et son impact sur la santé mentale. Et le jeudi à 14h, ça sera gaming, réalité virtuelle et santé. Donc, d'autres débats à suivre, d'autres émissions à suivre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été ici. Je tiens aussi à remercier les Green You et la 25e heure pour nous avoir accueillis ici pour ce débat. Un tout grand merci au public pour les questions et une belle suite du festival. Merci à vous. Merci. Merci. Oui, il n'y avait pas tant de questions que ça. Je ne sais pas combien de